Thank you. Bonjour à tous. Merci, Dr. Tendai. Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur la science et la réduction de la nocivité. Alors, nous allons discuter aujourd'hui avec deux intervenants qu'on ne présente quasiment plus. Le docteur Kantaka, qui est conférencier, radio-oncologue, chercheur en cancérologie. Il nous vient du Sénégal. Et avec lui, nous avons M. Samuel Moukandi, qui est le directeur de Tobacco Harm Reduction Group en République démocratique du Congo. Alors, chacun des deux intervenants nous feront une présentation conformément à l'agenda que vous avez tous reçu. Nous allons commencer la première partie avec une introduction au principe général de la réduction de la nocivité, qui sera la présentation du docteur K. C'est un peu dans cette présentation, il est question de la réduction des risques en tant que stratégie essentielle pour le développement humain. Donc, après la présentation du docteur K, nous aurons une session de questions-réponses, d'échanges entre tous les participants et bien entendu le panéliste. Alors, cette session, nous la voulons très, très interactive. Donc, n'hésitez pas à tout moment de noter vos questions, de nous les faire partager, soit en envoyant sur la plateforme ou bien en levant la main afin que nous puissions également vous donner la parole pour poser vos questions. En deuxième partie, alors, nous aurons les éclairages de M. Samuel Moukandi sur les politiques et pratiques de réduction des méfaits fondées sur la science et l'environnement réglementaire. L'exemple particulièrement de la RD Congo, mais bien entendu, après sa présentation, nous pourrions avoir peut-être des similitudes ou des différences dans des cas peut-être de vos pays respectifs. C'est l'occasion aussi de challenger M. Moukandi sur ce que vous savez de la même situation dans vos pays respectifs. Donc, ce sera un peu ça. L'agenda de notre journée d'aujourd'hui, nous sommes ensemble pour quasiment 1h30, 90 minutes on va dire, le temps de match de football. Et je pense que ce sera assez pour qu'on puisse faire au maximum le tour de la question et afin d'échanger là-dessus. Bonjour encore une fois à vous tous et merci de nous avoir rejoints ici sur cette plateforme conviée par Integra Africa et par All Africa Global Media afin de discuter sur une question de société aujourd'hui qui interpelle toutes nos populations respectives, que ce soit les consommateurs, que ce soit les gens de l'industrie, que ce soit les spécialistes, les médecins, les économistes. C'est une question qui est transversale et qui influe beaucoup sur la vie de nos nations ces derniers jours. Et c'est la raison pour laquelle nous y accordons beaucoup d'importance. Alors, sans plus tarder, avant de donner la parole au docteur K, au risque de froisser sa modestie, je vais quand même vous rappeler qu'il est l'un des plus jeunes chercheurs en cancérologie dans la région francophone de l'Afrique subsaharienne. Il est très actif dans la recherche pour le traitement des cancers et intervient dans plusieurs établissements de santé au Sénégal. Le docteur Kanta exprime un intérêt très prononcé d'un point de vue scientifique pour la recherche dans le domaine de la réduction des risques ainsi que pour l'éthique qui la sous-tend. Le docteur Kantaka a récemment été nommé parmi les 5 chercheurs les plus promoteurs de la Société française de radio-oncologie. Donc, c'est pour vous dire que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous un spécialiste de la question, quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup et qui en a fait aujourd'hui son cheval de bataille dans sa vie professionnelle. Bonjour, docteur K. Bonjour, M. Goloko, et bonjour à tous les participants. Merci d'abord pour cette occasion que vous me donnez de discuter de ce sujet assez ou très important, notamment dans nos pays. Pourquoi dans nos pays? Parce qu'on est en train de vivre une transition dans les pays occidentaux qui est inverse à la nôtre sur les risques liés sur le plan dermatologique. On est plutôt vers une dépigmentation sur le plan du tabagisme. Pendant que les autres baissent leur taux de tabagisme, nous, on est en train de monter. Donc, la réduction des risques, elle est très importante dans nos pays.
Et l'autre problème avec l'accès aux différentes plateformes, Internet, TikTok, etc., etc. On a beaucoup de stratégies de réduction de risques qui sont vues ailleurs et que nous n'avons pas encore. Et dans ces diapositives, moi, j'ai voulu me limiter à la réduction de risques liés au tabagisme, parce que le sujet est assez vaste et si on prend tous les autres aspects en 15 minutes, ça peut être difficile et, disons, difficile à comprendre, disons. Donc, si vous me le permettez, je partage ma diapositive, M. Golo. Bien entendu, bien entendu. Vous êtes le maître des séances en ce moment. Allez-y, docteur. Merci beaucoup. Donc là, on va parler de la réduction des risques, mais moi, je vais axer ma communication sur le tabagisme. Et si on veut commencer par camper le débat et voir ce que fait ce tabagisme-là dans le monde. Au XXe siècle, on était à 100 millions de décès liés au tabagisme. Au XXIe siècle, on pense qu'on arrivera au milliard de décès liés directement à ce tabagisme. Et ça, ce sont les chiffres de l'industrie qui nous le disent. Donc, non seulement c'est un problème mondial, mais qui est surtout lié aux effets sur les différents organes de notre corps, notamment sur l'appareil cardiovasculaire. Au niveau des vaisseaux, on a ce qu'on appelle l'endothélium. C'est une membrane qui tapisse nos vaisseaux et qui permet de véhiculer, en tout cas les vaisseaux permettent de véhiculer le sang dans lequel est contenu se trouvent les nutriments dont notre organisme a besoin. Et cet endothélium-là va arriver avec les effets des produits du tabac à se rétrécir, à entraîner des insuffisances respiratoires chroniques parce que les essences gazeuses se font surtout au niveau sanguin. Au niveau du cœur directement, on a un problème aussi de perfusion via les artères coronaires, ce qui fait que derrière, le cœur est à risque de faire des insuffisances cardiaques, de faire des infarctus du myocarde, etc., etc. Sans parler des cancers. Aujourd'hui, 40% des cancers dans le monde sont évitables. Et sur les 40%, les 20% sont liés au tabagisme. Donc, vous voyez que si rien qu'en réduisant le tabagisme, on arrive à réduire de 20% la plupart de nos cancers. Si on regarde également, on est à 7,2 morts annuelles. Une mort toutes les 6 secondes. Donc, finalement, la moitié des personnes fumeurs, cette partie-là, en tout cas, toute la moitié va mourir. Donc, 70%, ce qui est important aussi dans cette présentation, 70% de ces personnes qui utilisent le tabac veulent arrêter. Donc, si ces personnes-là veulent arrêter, mais malheureusement ne le pourront pas, en tout cas 70% de ces personnes-là ne pourront pas arrêter le tabac. Donc, quelle alternative leur proposer? Comment faire pour réduire les effets du tabagisme chez ces personnes-là qui ne peuvent malheureusement pas arrêter? Et quel est l'impact de ce tabagisme? L'impact, il est d'abord sanitaire. C'est toutes les maladies, toutes les pathologies liées au tabac. Ensuite, l'impact, il est social. On sait tous, dans une famille, si on a un malade qui a un AVC, c'est un impact social d'abord. Il faut aménager la maison pour que la personne puisse être en tout cas dans de meilleures conditions. Il faut trouver des infrastructures sanitaires pour accueillir ces personnes. Il faut des psychologues pour prendre en charge parfois
les membres de cette famille. L'autre impact, au-delà de l'impact sanitaire et social, c'est un impact financier. En moyenne, quelqu'un qui fume un paquet par jour va consommer sur les 50 ans 68 millions. Quelqu'un qui fume 3 paquets par jour, sur les 50 ans, c'est 200 millions. Donc, si moi, je commence à fumer à 18 ans, lorsque j'aurai 68 ans, j'aurai dépensé 200 millions de francs CFA. Au-delà de l'impact financier individuel, c'est un impact financier également pour l'État et pour toute la société, parce que l'État devra mettre en place des infrastructures pour accueillir ces personnes malades et trouver du personnel également pour s'occuper de ces personnes-là. Donc, il y a eu des approches traditionnelles qui ont peu ou pas marché dans certains cas. C'est les patchs. Aujourd'hui, je donne l'exemple pratique de l'Institut Gustave Roussy. Lorsqu'on a un malade qui doit faire la radiothérapie ou la curithérapie et qui est tabagique, on est obligé de lui proposer ces stratégies-là, patch, chewing-gum, etc. Sauf que ça ne marche pas toujours. C'est de bonnes stratégies, mais qui ne marchent pas, c'est tout le monde. Il faudrait aussi, on a également essayé de recourir aux thérapies comportementales. Identifier chez tous les individus le facteur déclencheur, en tout cas le facteur de stress qui fait que la personne a besoin de fumer, essayer de modifier ce comportement-là par des conseils individuels ou de groupe, ou même avoir recours à des programmes de soutien en ligne. Mais comme je l'ai dit tantôt, ces approches traditionnelles ont tendance à échouer. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour des personnes qui veulent arrêter, des personnes qui ne peuvent pas arrêter? Comment faire pour leur permettre d'avoir moins de problèmes sanitaires et économiser également la poche de l'État? Donc, la réduction des risques qui, contrairement aux approches traditionnelles, ne promeut pas l'abstinence totale. Elle permet de réduire considérablement les risques liés à la santé. Elle permet de respecter les droits du fumeur, de choisir ses alternatives et d'arriver à une transition progressive vers un mode de vie sans tabac, qui est l'idéal. Pour cela, il y a différentes approches. Il y a la substitution des produits du tabac par des alternatives qui sont moins risquées. Je donne l'exemple du e-cigarette. Il y a aussi des dispositifs de tabac chauffé, parce qu'on sait que les constituants se trouvent dans le tabac brûlé, donc la combustion. Donc, le tabac chauffé aussi peut être une alternative. Les substituts de nicotine, les sprays ou bien des pastilles. Lorsqu'on utilise ces stratégies de réduction de risque, on a une réduction on réduit l'exposition aux substances qui sont toxiques du tabac. On ne dit pas arrêt des substances, mais réduction des substances. Ce qui permet d'améliorer la santé de la personne, de préserver le rituel du fumeur. Donc, certains ont besoin justement de ce rituel-là. À midi, je dois fumer. On leur permet de garder ce rituel en étant moins exposés sur des produits toxiques. On peut également, avec cette réduction de risque, faciliter l'arrêt du tabagisme pour ceux qui veulent arrêter, en tout cas, et réduire les coûts sanitaires liés aux dommages du tabac. Si vous regardez sur la diapositive, la photo à droite, vous voyez en vert, c'est le e-cigarette. En rouge, on a la cigarette. En bleu, c'est tout ce qu'on retrouve dans nos restaurants chics, chicha, etc.
regardez les résultats en termes de réduction de risque. En utilisant le e-cigarette comparé au tabac, avec le tabac, on a 8 fois de risque de faire une insuffisance respiratoire chronique. Avec le e-cigarette, on est à 2 fois. Donc, c'est pas, pour les cancers du poumon, on n'a pas encore de données, mais pour les infarctus du myocarde, pour les problèmes des vaisseaux cardiaques, sur les problèmes des vaisseaux périphériques, vous voyez qu'on arrive à réduire considérablement ce risque de développer ces pathologies-là, rien qu'en utilisant la réduction des risques. Donc, c'est d'abord important pour la santé, c'est également important pour économiser, puisque ces personnes-là, on aura moins de personnes à prendre en charge dans nos hôpitaux, moins de personnes à prendre en charge dans nos familles, en réduisant le risque lié à ce tabagisme-là. Dans quel pays cette stratégie a marché? Je vous mets 3 pays, le Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Suède. Ces pays sont même en train de promouvoir, avec la sensibilisation, ces stratégies de réduction de risque. Et je vous ai mis à côté une étude de 2021. Sur cette étude, ils ont randomisé 135 malades, enfin, pas malades, excusez-moi, c'est une déformation professionnelle, en personnes utilisant le e-cigarette, personnes utilisant des substituts. Ils se sont rendus compte que c'est les personnes utilisant le e-cigarette, on a une réduction du tabagisme de 26,5%. 6%, c'est des personnes qui utilisent les substituts. On arrive à une abstinence après 6 mois de 19,1%, c'est les personnes qui ont utilisé la stratégie de réduction des risques, sur 3% pour les autres. Les personnes qui ont continué à utiliser cette stratégie de réduction, c'est 47%, et c'est des autres personnes, 10%. Donc, les 90% ont rechuté dans le tabagisme. Donc, vous voyez les résultats de ces stratégies de risque. Il y a malgré tout, et comme dans toutes les études scientifiques, des réticences, et des réticences justifiées. Des réticences justifiées dans la mesure où on a une absence de données à long terme pour certaines substances. Et donc, conclure à une réussite peut être prématuré. L'autre, par contre, pour le e-cigarette, on a quand même des données à long terme maintenant. L'autre problème, c'est l'effet de mode chez les jeunes. Parce que la stratégie de réduction de risque, c'est justement d'aller voir les fumeurs et de les aider à réduire les substances toxiques contenues dans le tabac. Ce n'est pas aller voir des gens qui n'ont jamais fumé et qui ne fument pas pour les entraîner dans les e-cigarettes ou autres. Ça, ce n'est plus une réduction de risque, mais c'est plutôt augmenter les risques. Et cette réduction, c'est l'effet de mode que nous pouvons avoir dans nos pays, c'est les couleurs des e-cigarettes, les arômes que l'industrie ajoute, le design. Ça peut attirer des gens qui n'ont jamais fumé et qui peuvent vouloir utiliser cela. Donc, ça fait partie des reproches qu'on fait à l'industrie, en tout cas du tabac. D'autres personnes font d'autres reproches comme quitter une dépendance pour arriver sur une autre dépendance. On quitte la dépendance tabac pour arriver sur une dépendance e-cigarette ou tabac chauffé. Sauf que pour le fumeur, on quitte une dépendance toxique pour une dépendance moins toxique. Donc, ce n'est pas vraiment une dépendance pour une dépendance, c'est une dépendance toxique pour une dépendance moins toxique. Mais malgré tout ça, il faudrait dans nos pays une réglementation parce que
On sait qu'il n'y a pas, pour certaines substances, de données à long terme. On sait qu'il peut y avoir un effet de mode, notamment chez les jeunes. On sait tout ça, mais on ne maîtrise pas réellement le circuit de commercialisation. Donc, il faudrait arriver à une réglementation. Donc, on peut directement dire, sans se tromper, que le rôle des gouvernements dans ce type de réduction de risque, ce serait plutôt aider à réduire l'accès au tabac, c'est important, par des taxes peut-être, par une régulation des personnes qui peuvent commercialiser, mettre à disposition des produits de réduction de risque pour les fumeurs, pas pour les non-fumeurs, pour les fumeurs, faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux populations qui fument qu'on peut réduire la toxicité en ayant les mêmes effets peut-être. Et sensibiliser la jeune génération qui n'a pas encore fumé pour que cette génération-là n'arrive pas à toucher au tabac ni aux stratégies de réduction de risque. Mais dans tout ça, il faut maîtriser le circuit de commercialisation. Aujourd'hui, ces substances-là sont dans nos pays, mais ne sont pas régulées, ce qui fait que tout le monde peut avoir accès à ces stratégies et ça peut vraiment être problématique. Et l'effet de mode aidant, on peut se retrouver avec des gens beaucoup plus importants qui utilisent ces stratégies alors qu'ils n'ont jamais fumé. Donc, quelles peuvent être les recommandations pour aider des sujets tabagiques à arrêter, voire à réduire? C'est l'éducation, la sensibilisation, voire des professionnels formés dans le domaine, parce que tous les professionnels de santé ne connaissent pas les stratégies de réduction de risque. Recevoir un soutien pour arrêter de fumer. Rejoindre des programmes de sevrage, utiliser des applications qui permettent de voir combien de tabac on a eu par jour, impliquer l'entourage, établir des objectifs avec des récompenses. Dans tous les cas, le paysage du tabagisme, il est complexe. Le tabac est néfaste pour la santé, on le sait. C'est un problème de santé publique parce que la mortalité, elle est importante, on le sait. C'est un coût financier énorme pour les personnes fumeuses et pour l'État ou la population en général, on le sait. Donc, les approches traditionnelles marchent, mais pas toujours. Et chez les personnes qui ne peuvent pas, ou bien en échec d'approche traditionnelle, ou ceux qui on peut proposer d'emblée une réduction des risques pour arriver, quitter des produits toxiques vers des produits moins risqués, ça me semble en tout cas une bonne stratégie. À défaut de pouvoir leur demander d'arrêter. Mais tout cela passera par une réglementation et cette réglementation, c'est les organisations de la société civile, c'est l'État, les États africains en général. Moi, je me baserai sur l'Afrique. Il faudrait réglementer l'accès de circuits de commercialisation, réglementer les accès dans les différents, en tout cas dans les boutiques, chez les individus qui ont la possibilité de commercialiser. Il faudrait mettre des lois pour les contraindre à ne pas vendre à des personnes qui ne fument pas, ou bien pour, en tout cas, en général, réglementer juste le circuit de commercialisation. Ça peut aider à réduire les risques. Je vous remercie pour votre attention et votre invitation, M. Goloko, et Jimbe et l'ensemble du groupe avec lequel on a travaillé. J'ai quelques conflits d'intérêts qui ne sont pas liés au sujet d'aujourd'hui et je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Dr. K. Vraiment, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Je pense que moi, j'ai beaucoup aimé la démarche déjà, après nous avoir tous attiré notre attention sur les risques du tabagisme, ces dangers récurrents, sur les conséquences dramatiques qu'elles ont sur nos sociétés avec le milliard de morts qu'on pourrait approcher d'ici les années à venir si rien n'est fait. Vous nous avez également expliqué ou plutôt sensibilisé sur toutes ces maladies liées au tabagisme et qui aussi continuent à faire des ravages dans nos sociétés. Mais cela dit, il y a une once d'espoir qui nous permet peut-être d'atténuer tout cela à travers euh, ce qu'il faut faire pour réduire les effets de ce tabagisme. Ce tabagisme qui a un impact à la fois médical, social et financier, comme vous l'avez présenté. Sur l'exemple de quelqu'un qui fume pendant 50 ans, serait à une dépense de 200 millions de sa vie. Et s'il fume jamais, s'il fumait en moyenne trois paquets de cigarettes par jour. Alors, la réduction des risques passe forcément par le respect également des droits des fumeurs, ça passe par l'atteinte d'une transition progressive dans la stratégie et les alternatives que sont l'e-cigarette, le tabac brûlé, les sprays, les pastilles peuvent toutes concourir à une réduction des substances toxiques dans le tabac. Et les exemples sur lesquels vous avez terminé des pays comme la Suède, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, où d'énormes progrès ont été faits, peuvent inspirer les décideurs africains pour aller vers une pareille situation. Alors, l'absence des données, vous l'avez dit, peut être un vrai problème dans la régulation, mais c'est surtout pour avoir une stratégie claire de la réduction des effets nocifs du tabac, il faudra forcément maîtriser les circuits de commercialisation. Et c'est ça qui semble être le vrai casse-tête des sociétés africaines, particulièrement de nos pays africains. Donc, voilà un peu de manière ramassée les différents points que vous avez abordés dans votre brillante présentation. Nous allons peut-être demander aux participants, ceux qui nous suivent et qui veulent poser des questions, c'est l'occasion. Je pense avoir aperçu tout à l'heure deux, trois questions sur le forum euh, de participants. S'il y en a qui lèvent la main, qui veulent poser des questions, c'est l'occasion également. Le débat est en tout cas ouvert. Et si vous voulez poser vos questions, vous levez la main. Ensuite, nous vous choisirons et vous pourrez poser vos questions directement au docteur K. Vimbai, are you here? Did you guys receive a question on the platform? Yes, I sent them to you. Okay, to my WhatsApp, right? Yes. Okay, all right. I'll go on it right now. Alors, Bakary Dabo de All-Africa, Dr. Kanta. Alors, il y a une question qui vient de Bakary Dabo, je pense, de All-Africa, qui demande comment faire pour réduire les risques des méfaits. Et les risques des méfaits, quelles en sont les causes? Ça, c'est la première question. On a une deuxième question. L'utilisation de la cigarette ou de la drogue est-elle due à la pauvreté? Et enfin, on a une troisième question qui est est-ce que la réduction des risques est traitée au niveau de l'Union africaine dans l'optique de développer une politique commune africaine sur la question? On va d'abord répondre à ce premier jet de trois questions et ensuite on prendra un deuxième round de questions avant de passer peut-être à la deuxième présentation. Docteur K, vous avez entendu les questions? Excusez-moi, est-ce que vous pourrez reprendre, s'il vous plaît? D'accord, je les reprends. La première question, elle dit comment faire pour réduire les risques des méfaits? OK. Alors, et dans la même foulée, la personne demande si les risques des méfaits, quelles sont les causes des risques des méfaits? Je ne sais pas ce que la personne veut dire par là, mais en tout cas, elle veut savoir comment faire pour réduire les risques des méfaits. La deuxième question, elle est d'un autre participant qui nous demande si l'utilisation de la cigarette ou de la drogue est-elle due à la pauvreté? Est-ce que les conditions sociales d'un individu peuvent-ils l'inciter à utiliser la cigarette ou la drogue? Et la troisième question, elle est beaucoup plus transversale et beaucoup plus panafricaine, on va dire. Est-ce que la réduction des risques est traitée au niveau de l'Union africaine dans l'optique de développer une politique commune africaine sur la question?
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Si je comprends bien, c'est comment réduire les risques. Comment réduire les risques, c'est d'abord sensibiliser. Moi-même, avant de sensibiliser, je dirais réglementer. Réglementer tous les produits qui arrivent dans nos pays. Réglementer tous les produits et le circuit de ces produits qui arrivent dans nos pays, premièrement. Ensuite, mettre des lois qui permettent aux décideurs et aux populations de connaître, de restreindre un peu le tabagisme ou la réduction des risques uniquement chez les tabagiques. Faire des campagnes de sensibilisation. Sensibiliser les populations qui n'ont jamais fumé, sensibiliser les populations qui fument pour réduire, en tout cas les amener à réduire considérablement. Je vois que l'industrie nous met des photos très gore pour dire, bon, il faut arrêter. Les gens sont conscients de ce qui va leur arriver. Ils savent que c'est néfaste ce qu'ils font, mais ils vont continuer à le faire. Maintenant, proposons-leur d'autres alternatives moins risquées. Le fumeur, il va voir sur la caisse du truc qu'il y a des malades qui ont le cancer, il y a des photos de tel, il y a des photos de tel, mais il va revenir parce que psychologiquement, il est addict. Donc, comment faire? C'est enlever ce paquet-là et le remplacer par d'autres éléments qui sont moins risqués. Et pour cela, il faudrait une réglementation. Mais je pense que il faudrait dans tous les cas réglementer et permettre et sensibiliser. Je pense que ce sont les deux volets sur lesquels on doit insister, sensibilisation et réglementation pour réduire ces risques-là. Quelles sont les causes des effets du tabagisme, si c'est bien ça que j'ai compris? C'est ça, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Les causes des risques, enfin, c'est les causes qui amènent la personne à fumer ou les causes ou les effets de ce tabagisme-là sur l'individu, la société. J'aimerais bien comprendre. Alors, il demande les risques. C'est une question de Carlos Gomis. Hein. Il demandait les risques des méfaits. Je pense que vous avez répondu à cette question. Et quelles en sont les causes? Je pense que vous avez également répondu à cet aspect de sa question. Peut-être que s'il veut mieux préciser sa pensée, il le fera tout à l'heure sur le fil d'échange que nous avons. Et nous pouvons peut-être attaquer dans la foulée la deuxième question, celle encore de Carlos Gomis qui demandait si l'utilisation de la cigarette ou de la drogue était due à la pauvreté. Oui et non. Oui, parce que la drogue, en général, permet de fuir les aspects quotidiens de l'individu. Si la personne peut fumer en disant que c'est lié à un stress social, mais non également si on voit et si on a eu la chance, comme M. Goloko, de faire le tour du monde, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas liés à la pauvreté et qui fument. Donc, les facteurs sont multiples et intriqués. On ne peut pas sortir la pauvreté de l'utilisation de la drogue et de la cigarette. On ne peut pas aussi dire de façon formelle que c'est lié. La preuve, ceux qui font des overdoses, en tout cas médiatisées, ne sont pas souvent pauvres. Je répondrai par oui et non à cette question. Tout à fait.
Et la troisième question, qui est celle de Bakary Dabo, qui voulait savoir est-ce que la réduction des risques est traitée au niveau de l'Union africaine, dans l'optique de développer une position commune africaine sur la question. En tout cas, ce serait bien, à mon avis, que ce soit traité, qu'on ait une politique commune pour réguler le circuit de commercialisation de ces approches de réduction de risques. Mais qu'est-ce que fait l'Union africaine? Je ne le sais pas. En tant que médecin, habituellement, les médecins sont très mauvais en politique africaine ou même on ne regarde souvent pas ça, mais j'avoue que je ne le sais pas ce que l'Union africaine fait actuellement. Mais ce serait bien qu'on ait en tout cas des politiques communes pour arriver à réduire les risques liés au tabagisme. Merci. Très bien. D'accord, docteur K. Nous avons encore d'autres séries de questions qui arrivent. Encore une fois, celle de El Djedjou, qui est plutôt, ce n'est pas Carlos Gomis, mais plutôt El Djedjou, comme il précise. Il nous demande s'il y a des conventions sur le plan international qui interdisent le tabagisme. Alors, et une autre question de Ousmane Goudiaby du groupe Sud Quotidien, qui lui voudrait que vous reveniez en si possible, de manière assez succincte, sur la situation au Sénégal, en particulier en termes de mortalité annuelle due au tabagisme. Vous êtes là, docteur? Je suis là, je notais simplement. Ah, ok, d'accord. S'il y a des conventions qui interdisent le tabagisme, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas, puisque des conventions, par contre, pour aider à réduire, oui, mais pour interdire le tabagisme, je ne pense pas. Maintenant, si quelqu'un a une bonne réponse, merci de nous aider. Je pense que c'est une réponse. Ouais, allez-y, docteur. Oui, allez-y, allez-y. Non, je voulais juste confirmer ce que vous disiez en disant qu'effectivement, les conventions pour réduire le taux de nocivité, oui, mais pour le tabagisme, ça va être difficile parce que le droit à la consommation de fumeurs également est un droit qui est un principe élémentaire juridique respecté par la plupart des sociétés modernes, où les personnes adultes ont le droit de fumer malgré les effets néfastes du tabac. Et vous en avez parlé tout à l'heure dans votre présentation sur les alternatives qu'il faut amener. Il faut quand même penser au respect du droit de ces fumeurs-là. Sur la situation au Sénégal, permettez-moi juste de vous projeter, de vous partager ça. Ce sont les chiffres au Sénégal, ANSD 2015. Donc, on est à 600 000 fumeurs qui vont mourir. La moitié va mourir du tabac. Donc, si vous regardez les tranches d'âge sur la prévalence, vous voyez qu'elle est très forte. Tout à fait. Et à 16% chez les sujets 45-64 ans, avec une prédominance masculine, en tout cas sur les 16%. Donc, le tabac au Sénégal aussi est un problème, sauf qu'il faut dire qu'il n'y a pas de vrais chiffres. Enfin, de vraies études qui montrent l'impact du tabagisme au Sénégal. Moi, j'en ai pas vu, pour ne pas dire qu'il y en a. OK. D'accord. Alors, docteur, une autre question qui nous vient de Yuba Doumbia qui dit: Bonjour docteur, je ne fume pas, mais je suis entouré par des fumeurs. Est-ce que j'ai les mêmes conséquences qu'eux? Et je connais certains fumeurs qui disent qu'ils ne peuvent plus arrêter de fumer à cause de leur position. Est-ce que cela est vrai? À cause de? De leur position. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle entend par position. Est-ce une position sociale ou une position, je ne sais pas. Qu'est-ce que la personne entend à cause de leur position? En tout cas, vous avez quasiment les mêmes effets. Le tabagisme passif, il Passif, est ouais. là. Donc,
si vous ne fumez pas aussi, vous êtes à risque de développer tout ce que les autres développent comme pathologie. OK. OK. Et une autre question de Cécile Sabina Bassène de Presse Afrique. Le tabagisme n'a-t-il pas de conséquences à long terme sur son consommateur? Je pense que c'est une question que vous avez abordée au tout début de votre présentation. En fait, les conséquences sont multiples. Ils ont Ouais. de la tête aux pieds, la tête AVC, ischémique, hémorragique. Je peux oublier la gorge, les cancers ORL, les différents cancers ORL, notamment le larynx. Plus bas, l'œsophage, le cancer aussi de l'œsophage. Au niveau du poumon, je suis en train de segmenter en descendant. Au niveau du poumon, insuffisance respiratoire, cancer du poumon. Au niveau du cœur, infarctus du myocarde, coronaropathie, etc. Et plus bas, excusez-moi, et plus bas, on peut avoir la hantise de tous les hommes, c'est baisse de l'érection. Et sur les pieds et sur la vascularisation en général, l'athérosclérose qui sera une cause d'hypoperfusion et de nécrose de certains membres. Donc, vous verrez que de la tête aux pieds, ça a des effets non néfastes importants. Merci. Alors, une question de LH Loum. Tu lui voudrais savoir quels sont les risques accrus pour les enfants dans ce cas d'exemple sur le tabagisme. Y a-t-il un impact sur les enfants ou pas? Les risques accrus pour les enfants. Non, le premier risque, c'est le tabagisme passif. Un parent qui fume à côté de ses enfants, c'est un risque de tabagisme passif. Et cet enfant-là peut développer toutes les autres pathologies liées au tabac. D'accord. Alors, il y a une autre question qui nous vient d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, posée par M. Mafumbe Bamba. Il nous demande que peuvent nos États face aux industriels du tabac qui ont de gros moyens et qui payent des droits et des taxes à ces États-là. Qu'est-ce que nos États peuvent-ils faire dans cette lutte contre le tabac, sachant que les industriels du tabac sont des entreprises qui ont de gros moyens et qui payent également des droits et des taxes qui renflouent les caisses de nos États. C'est vrai que les industriels ont beaucoup d'argent, mais un État peut contraindre qui il veut. Ça, c'est mon avis personnel. La preuve, au Sénégal, on a une loi sur la régulation du tabac, même si, bon, l'application encore reste, c'est encore un petit problème, mais l'État peut demander à ces industriels-là, justement, d'aller vers des alternatives chez des partenaires. L'État peut augmenter les taxes. L'État peut regarder le circuit, parce que c'est ça qui est beaucoup plus important, le circuit. Tous les produits qui entrent dans un pays peuvent être régulés par le pays. On peut voir le circuit, par exemple, du tabac, le circuit des approches de réduction de risque et faire en sorte que ces produits-là n'arrivent pas chez tout le monde. Donc, l'État peut faire énormément de choses. Il faut juste sensibiliser et, disons, convaincre sur le bien fondé de ces stratégies-là pour que l'État derrière puisse faire son travail. Parce que c'est également son travail, la régularisation ou la réglementation de tous les produits qui entrent dans le territoire. Donc, l'État peut faire quelque chose contre ces industriels-là. Tout à fait, tout à fait. Docteur K, nous avions décidé de jouer cette session en deux mi-temps, une mi-temps de 45 minutes chacune. Vous venez d'épuiser vos 45 premières minutes, mais vous aurez droit à une ou deux petites minutes de temps additionnel
afin de répondre éventuellement à deux autres petites questions sur la session, celle notamment de Farah Michel Dieye, qui lui dit que Octobre Rose est le mois privilégié de lutte contre le cancer. Est-ce que vous avez partagé ce panel, ces informations que vous venez de partager avec nous? Est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant le mois d'Octobre Rose, de partager ces informations-là sur notamment les causes de cancer possibles? Et dans la même veine, il voudrait savoir, est-ce qu'il y a des chiffres qui existent sur la jeunesse fumeuse, surtout celle africaine, et éventuellement le nombre de victimes? Merci. Comme vous utilisez des analogies de football, j'espère que je mène au score, même si ce n'est pas l'objectif. Tout à fait. Et durant Octobre Rose, on a eu quelques conférences avec certaines sociétés et avec des consultations également avec la LISCA sur lesquelles on a pu discuter avec des gens pour leur expliquer les méfaits de ce tabagisme-là, surtout avec la diapositive qui montre que 40% des cancers sont évitables. Et sur les 40%, 19,8%, disons 20%, sont liés à ce tabagisme-là. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'on est dans le mois de novembre, c'est Movember. C'est le mois des cancers masculins, des cancers de l'homme, prostate notamment. Et on sait que derrière le cancer de la vessie, qui est important chez les hommes et chez les femmes, est lié à une composante, en tout cas, comme facteur de risque, le tabac. Donc, là, on est en train de travailler dessus pour juste augmenter, en tout cas, la sensibilisation sur tous les facteurs de risque, mais avec un focus sur le tabac. En tout cas, très bien. Merci beaucoup, Dr K. Je tiens par contre à dire à tous ceux qui nous suivent que je perçus toutes les questions qui ont été posées, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti dans cette première partie de la session ne permet pas au docteur de revenir directement pendant cette session. Mais sachez que toutes les questions ont été notées et à chacun d'entre vous, des réponses seront apportées et elles vont déjà être acheminées vers le docteur K. Et les réponses écrites vous pourront être destinées plus tard, d'ici la fin de la journée ou à la fin de la session. C'est juste pour ne pas empiéter sur le temps de présentation de la deuxième intervention que nous serons obligés d'arrêter cette partie, cette première partie, et dit vraiment merci beaucoup au docteur K pour ce brillant match de football qui nous a livré sur ce terrain. On a vu de beaux gestes techniques, des gestes statistiques, des gestes culturels et sociaux, toutes les explications en tout cas qu'il fallait pour comprendre les effets ou les risques liés à la nocivité du tabac, mais également sur toutes les stratégies claires et précises qu'il faudra mettre en place pour aider ou concourir à une vraie réduction de la nocivité du tabac. En tout cas, merci beaucoup, Dr K. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui dans cette session. Et je rappelle également à l'ensemble des confrères qui s'intéressent au traitement de cette question que nous travaillerons à plusieurs séances comme ça, en échangeant avec les spécialistes de la question. Et la transition est toute trouvée pour aller vers un deuxième spécialiste sur les mêmes questions. Là, cette fois-ci, il s'agit de M. Samuel Mukandi, qui est de la République démocratique du Congo. C'est un fervent défenseur de la réduction de la nocivité. Il dirige le mouvement national pour l'accès des adultes fumeurs à des alternatives moins nocives que la cigarette combustible. Il est titulaire d'un master en éducation à la santé de l'université de Lubumbashi. Il est le directeur du groupe Tobacco Harms Reduction, THR, de la République démocratique du Congo, la seule organisation à but non lucratif axée sur la réduction des risques liés au tabagisme. Je précise que M. Mukandi est également membre du conseil d'administration de Campaign for Safer Alternatives, un organisme international qui regroupe des groupes THR au sein d'une quinzaine de pays. L'objectif principal de M. Mukandi Samuel, c'est de promouvoir un environnement propice à l'utilisation d'alternatives à risque réduit et en fin de compte, une progression de la RDC vers un avenir sans fumée. Monsieur Samuel Mukandi, si vous êtes là avec nous, boni.
Malamu, Bonio. Ezamalamu. Ok, merci beaucoup. Je Super. pense que ça ne sera plus nécessaire de me réintroduire à nouveau parce que vous avez déjà fait. Merci pour la chaleureuse accueil ici. Je pense que je vais partager directement Tout à fait. Votre slide. ma présentation. Mhm. C'est où là? Voilà, il est là. Puis on peut commencer notre Oui, deuxième bien sûr. partie. Voilà. La deuxième mi-temps du match. Ok. Comment réduire tous ces écrans? Bon, voilà. L'Afrique est confrontée à un ensemble particulier de défis en matière de santé publique, même si les maladies infectieuses demeurent une préoccupation importante. Les maladies non transmissibles, y compris celles liées au tabagisme, en font également partie en augmentation des cas. Adopter la réduction des risques nous offre un outil stratégique pour atténuer l'impact de ces crises sanitaires. Alors là, vous allez voir un peu les statistiques de mon pays, la RDC. Malheureusement, nos statistiques sont un peu anciennes. Donc, vous allez voir, ce sont des histoires qui ont été publiées en 2013. En 2013. Donc, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas eu, des statistiques à jour. Donc, je vais juste le dire rapidement. Vous allez voir que plus de 4% des femmes sont des femelles, plus de 13% des hommes. Il y a aussi le cas des étudiants à Kinshasa. Vous allez voir qu'à partir de 2008, il y a eu plus de 30% des garçons et 28% des filles femelles. Mais malheureusement, on n'a pas accès à des, à des, à des, à des, à des, comment on appelle ça, à des mesures, à des stratégies qui luttent contre le tabagisme ici chez nous. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur vu que le docteur K a presque tout, a tout dit par rapport aux maladies et aux effets liés au tabagisme. Vous allez voir un petit tableau que j'ai mis là, les maladies liées au tabagisme. Vous allez voir, il y a des cancers, il y a des cancers des utérus, il y a des problèmes des testicules, hein, le cerveau aussi atteint. Donc, si on peut dire que les tabacs touchent presque tous les points vitaux de notre corps, pas seulement les poumons. OK. Rapidement. Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez bien, les mesures Oui, sanitaires oui, oui, on vous entend. liées au tabagisme sont stupéfiantes. En plaidant pour la réduction des méfaits, nous pouvons réduire considérablement les incidences des maladies telles que le cancer du poumon, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires également. Cela permet non seulement de sauver des vies, mais aussi d'alléger les fardeaux qui pèsent sur le système et les ressources de santé. Ok, je passe à mon prochain slide. Les quelques mesures pour lutter contre le tabagisme, parce il faut y lutter. Dans mon pays, on a tout un problème parce que les cigarettes sont vendues partout dans la rue. Hein. Si on peut limiter directement la vente des cigarettes au magasin, ça va permettre à contourner ou à limiter l'accès de ces produits aux mineurs, par exemple. Parce que
Chez nous, c'est les mineurs qui sont en train de vendre même des cigarettes au coin de la rue. Alors, il faut aussi une sensibilisation, il faut diffuser, il faut vraiment parler de ça, car beaucoup de fumeurs commencent à fumer à l'âge, par exemple, de 14 ans, donc trop jeune. Puis ils commencent à l'âge avancé, donc il faut sensibiliser plus les jeunes par rapport aux maladies liées au tabagisme, surtout dans les écoles, afin de décourager, hein, de décourager cette fléau qui nous... il faut aussi autonomiser les communautés. La réduction des méfaits ne consiste pas seulement à réduire les méfaits individuels, il s'agit de responsabiliser les communautés en fournissant un accès à des alternatives plus fiables et à des services d'appui. Nous aidons les personnes qui ont eu une dépendance totale en leur donnant la chance de mener une vie saine et épanouie. Donc, comme j'ai dit auparavant, là, il faut sensibiliser la communauté, il faut les autonomiser, il faut qu'on puisse en parler parce qu'il y a plus de morts, plus de 8 millions de personnes meurent chaque année et il faut en prendre compte. Il faut aussi favoriser l'innovation et les recherches. Si vous voyez, par exemple, chez nous, c'est depuis 2013 que quelque chose a été publié, donc il n'y a pas trop, le gouvernement ou le ministère de la Santé ne favorise pas, donc ils ne mettent pas de pognon dans les recherches liées au tabagisme. Donc, adopter les stratégies de la réduction des risques qui encouragent l'innovation dans les développements d'alternatives plus sûres aux solutions traditionnelles produits du tabac. Cela stimule les recherches sur les effets à long terme de ces alternatives, contribuer à une compréhension plus large de la toxicomanie et de la santé publique. Donc, le ministère doit vraiment s'investir en ça et élaborer des stratégies d'innovation, adopter des gestions régulées et voir même comment proposer à ceux qui veulent arrêter des mesures plus sûres. Il y a aussi combattre la stigmatisation. Hein. L'un des obstacles les plus importants au rétablissement et à la stigmatisation de la société est à la dépendance. La réduction des méfaits contribue à éliminer ces obstacles en promouvant une approche remplie de compassion et inclusive dans la santé publique. Reconnaître que les individus méritent du soutien et pas des jugements. Hein. Des expérimentations médicales soutiennent que la réduction des méfaits sont des preuves convaincantes et de nombreuses études ont montré que fournir les alternatives aux produits du tabac combustible peuvent conduire à des améliorations significatives en matière de santé. Les expériences des régions et des pays qui ont adopté ces pratiques et stratégies de réduction des risques en disent long sur leur impact potentiel. Vous allez voir, le docteur Kahl l'a déjà dit dans sa présentation, par rapport aux pays qui ont évolué, ils sont là, il y a des preuves. La Grèce l'a fait. Je vois aussi la Grande-Bretagne aussi en train de proposer des mesures moins risquées aux fumeurs pour que les gens puissent quitter, car c'est un fléau et c'est un fardeau pour la société et la santé publique. Alors, il faut aussi un appel. Oui, il faut aussi un appel à la collaboration collective pour réaliser des progrès significatifs en matière de réduction des méfaits nécessite une collaboration de toutes communautés confondues. Les différents gouvernements, la santé publique, les organisations, les professionnels de santé et tous devrions travailler ensemble pour mettre en œuvre des bases de données fiables et viables. Également, établir des pratiques fondées sur la santé et fournir des services accessibles de réduction des méfaits du tabagisme.
comme je l'ai dit encore, donc c'est un combat qui doit être mené par nous tous. Ce n'est pas seulement laisser les fumeurs eux-mêmes des fumer et de mourir. Donc, nous devrons nous tous nous mettre ensemble et proposer des mesures, que ce soit au gouvernement. C'est ce que l'on est en train de faire à travers notre organisation sur place ici, pour proposer des mesures adéquates afin d'éradiquer le fléau du tabagisme. Okay, pour conclure, adopter des stratégies de réduction des méfaits du tabagisme ne constitue pas une déviation de notre engagement vers la santé publique. C'est une alternative salvatrice et une évolution. Il s'agit d'une réponse pragmatique aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés en Afrique. En plaidant pour réduire les méfaits du tabagisme, nous démontrons notre engagement à sauver des vies, à réduire la souffrance et à construire des communautés plus saines et plus résilientes. Ensemble, traçons la voie vers une vie plus saine et plus une Afrique prospère pour nous tous, ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Samuel Mukandi. Je rappelle que vous êtes le responsable THR de la RDC pour cette présentation assez exhaustive. Et je pense que l'exemple de la RDC est à tout point de vue à peu près propre à celui de plusieurs pays africains, en tout cas d'Afrique subsaharienne. Et c'est ça qui rend votre présentation beaucoup très intéressante. On aura retenu, avec le rappel de ce que nous avait déjà dit le docteur K, tous les effets néfastes du tabagisme sur notre continent, dans votre pays également, puisque vous parlez d'à peu près 8 millions de morts par année. Je disais alors, et c'est l'occasion pour moi de rectifier ce que j'avais dit dans la présentation du docteur K, en disant le milliard, c'était pas le milliard de morts, mais on allait atteindre la barre des milliards de consommateurs de fumeurs. Donc cela pourrait élargir également le nombre de victimes potentielles de ce tabagisme-là. Mais vous nous rassurez en démontrant avec nous tout ce qui peut être fait pour réduire les effets néfastes de ce tabagisme-là. Le docteur K l'a signalé dans sa présentation, on a un vrai problème de données en Afrique. Vous le confirmez parce que les dernières données statistiques que vous avez remontent à plus de 10 ans. C'est pour vous dire qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau de la data, il y a un gros travail à faire pour harmoniser un peu les chiffres et pouvoir mieux appréhender les différentes politiques dans le cadre de la réduction de la nocivité. On aura retenu dans votre présentation également quelques points essentiels dans la réduction du fardeau des maladies liées au tabagisme, dans l'autonomisation des communautés, afin que le sujet ne soit plus tabou en Afrique, qu'on puisse en parler et trouver des solutions, mais également dans le fait de favoriser la recherche et l'innovation, dans le combat contre les stigmatisations, toutes leurs formes qu'elles puissent être. Les stigmatisations ne sont pas bonnes, elles ne favorisent pas l'épanouissement des minorités ou de certaines communautés dans nos sociétés. Donc, il faut les combattre sous toutes les formes que cela puisse être, mais c'est surtout l'approche collective, participative de tous les composants de la société pour trouver une solution commune à cela qui, moi, a beaucoup plus tiré mon attention. Avant peut-être de donner la parole aux autres personnes, moi, j'aimerais spécifiquement revenir avec vous, puisque vous êtes à une position où vous couvrez toute la République démocratique du Congo. C'est un vaste pays, c'est un pays continent qui est confronté à quelques difficultés politiques. En quoi la situation géographique, c'est-à-dire l'immensité du territoire congolais et la situation politique par endroits compliqués rend votre travail plus difficile dans l'approche de la nocivité, de la réduction de la nocivité du tabac. Donc, la difficulté, on a plus de difficultés par rapport à, premièrement, c'est, on appelle quoi, nos infrastructures ne sont pas liées, donc on peut des fois se limiter à la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que
Pour, par exemple, entrer en profondeur des provinces, il n'y a presque pas de routes. Donc, ça rend directement le boulot un peu plus cher. Deuxièmement, il n'y a pas d'appui. OK? Il n'y a pas d'appui du gouvernement pour mener des recherches. Donc, on est habité à trouver nos moyens d'une autre manière pour pouvoir s'organiser et faire le travail. Tout à Je ne fait, sais pas si j'ai tout à fait. répondu. Oui, en partie oui, parce que comme je vous l'ai dit, il y a la complexité du pays, mais c'est également quelque chose qui est propre à l'ensemble des pays. Et ça me ramène à la première question sur votre présentation de M. Bamba, qui lui voudrait savoir si vous avez des chiffres sur le financement de la recherche par l'industrie du tabac en Afrique, c'est-à-dire à l'échelle déjà de la RDC. Est-ce que des moyens sont mobilisés pour pouvoir financer la recherche pour l'innovation justement chez vous? Et si oui, au-delà, est-ce que vous avez d'autres chiffres dans, soit de la sous-région ou sur le continent? Ça, c'est la première question. Et la deuxième de M. El Ajloum, qui lui voudrait savoir comment lutter, dans le cas d'espèce notamment chez vous, contre le tabagisme chez les jeunes. Qu'est-ce que vous faites ou quels sont les moyens que vous vous donnez pour mieux sensibiliser les jeunes sur les effets néfastes du tabagisme? Et le même élage revient pour, cette question répond également, est liée à la première, vous dites quelles sont les solutions pour lutter contre le tabac? C'est à peu près les deux questions se rejoignent. OK, donc la première question, le monsieur demande par rapport aux Sur les chiffres. chiffres, voilà. Bon, les chiffres, euh, Allô, vous êtes là, Samuel? qui gèrent tout ce qui est toxique, donc que ce soit les drogues, que ce soit les tabacs, et donc toute maladie qui est liée. Donc ils sont là pour s'assurer on n'est pas en train de donc on n'est pas en train de partir vers la gouffre. Donc, mais ils ne donnent pas assez juste au tabagisme. Or, c'est beaucoup de cas de cancer ou de décès sont actuellement liés au tabagisme, mais le gouvernement n'appuie pas trop sur ça. Je les comprends parce qu'on a tout un problème sanitaire aussi à l'est de la République, là où il y a des déplacés de guerre, des réfugiés ici par là. Donc, le ministère de la Santé se préoccupe plus sur les problèmes sanitaires de l'Est, parce qu'il y a aussi beaucoup de morts qui sont enregistrés là-bas, qui sur le tabagisme. Donc, ce n'est pas la lutte contre le tabagisme n'est pas encore une priorité, malgré que c'est quelque chose qui est en train de tuer aussi. Euh, Par rapport à l'Afrique, non, je n'ai pas assez de données avec moi, mais je peux les récupérer. Je n'ai pas préparé ça quelque part. Je peux avoir ça dans mes documents quelque part. Si je peux vous les filer un peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a une troisième Mhm. question. Oui, alors, elle rejoint, et s'il y a plusieurs questions qui se rejoignent, il y en a plusieurs, mais ce qui intéresse ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils veulent savoir, vous, au niveau de THR RDC, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour pouvoir atteindre vos objectifs, bien entendu, dans la sensibilisation et dans la lutte contre le tabagisme. Oui. Comme je vous avais dit, la RDC est immense et il te faut assez de pognon pour faire beaucoup de travail. Mais à Kinshasa, ce qu'on fait, c'est plus sensibiliser les jeunes à travers les universités, les écoles, des descentes sur terrain, pour proposer
des mesures plus sûres et aussi proposer à ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne fument pas de s'éloigner de cette fléau. Donc, c'est plus la sensibilisation qu'on fait, la sensibilisation et à travers les universités et les écoles. Comme je vous avais dit, beaucoup de gens qui ont commencé à fumer, beaucoup de fumeurs, ils ont commencé ça à une passage. Donc, c'est ça. Et est-ce que dans ce travail que vous faites sur le terrain, vous êtes confronté à des difficultés, je pense à des menaces, peut-être, ou bien à l'incapacité des jeunes à mieux recevoir vos messages? Quelles sont les principales difficultés que vous avez sur le terrain du point de vue pratique dans votre mission quotidienne? Du point de vue pratique, c'est juste le financement parce que quand vous organisez ces descentes sur terrain, vous n'allez pas seulement venir avec vos mains liées. Donc, il faut préparer des matériels de communication. Il faut préparer un petit gathering, donc même un dîner. Et après, donc, c'est juste au point de financement là où ça nous pose beaucoup de freins. En fait. OK. Alors, dans la même foulée, il y a une question de Farah Michel Dieye qui lui dit, un adage nous enseigne qu'il vaut mieux prévenir qu'essayer de Alors, je ne sais guérir. pas s'il y en a. Oui, vous m'entendez? Voilà. Vous m'entendez, Oui, oui, Samuel? je vous écoute. Oui. Alors, je disais, il y a Monsieur Farah Michel Dieye qui lui dit, de l'actuaco.com, qui nous dit, un adage nous enseigne qu'il vaut mieux prévenir qu'essayer de guérir. Certes, des mesures comme l'interdiction de la publicité est assez large dans les pays africains, mais en matière de sensibilisation sur les méfaits du tabac, est-ce que des campagnes sont largement menées en Afrique? Si oui, quel support ou quelle approche envers les populations? Oui, OK. Vous pouvez encore répéter la question? C'était un peu long. Alors, la question, il voulait savoir en fait si est-ce que sur le continent, des sensibilisations sur les méfaits du tabac sont-ils faits? S'il y a de grandes campagnes à l'échelle continentale. Vous êtes certes chez THR, RDC, mais est-ce que vous avez écho de vos autres collègues qui sont dans les autres pays africains, de campagnes aussi de sensibilisation sur les méfaits du tabac? Et si oui, comment ces campagnes sont-elles menées? Est-ce que c'est sur des supports d'affichage ou bien c'est à la télé ou c'est sur le terrain? Quelles sont les approches en fait? Oui. OK. À travers Campaign for Self Alternative, nous avons pu réunir un minimum de 15 groupes déjà. Et ça continue à augmenter. Donc, ça nous permet d'avoir une vue réelle sur ce qui se passe autour de nous. Chaque organisation, chaque THR organisation de chaque ville, de chaque pays ont aussi leur propre agenda. Donc, on travaille plus dans des sensibilisations à travers des meetings, à travers l'Internet aussi, surtout Twitter. Ouf, le courant vient de se couper chez moi. Nous sommes en Afrique. Je vais essayer de remonter. Mais Alors, ça va, on vous entend, Samuel. On vous entend, on vous voit très bien. OK. L'ordinateur est assez éclairé. Oui, oui. J'essaie juste je pense c'est juste d'allumer le groupe à l'extérieur. Donc, ça c'est tout. Voilà. On était où là? Alors, vous parliez un peu de ce que vous faisiez comme approche chez vous sur les campagnes de sensibilisation à l'échelle sous-régionale. Voilà. Voilà. Donc, vous allez trouver qu'au Malawi, il y a THR Malawi qui est là. Donc,
ils sont aussi en train de faire presque la même chose que je suis en train de faire ici en RDC, donc à travers l'Internet, à travers Twitter, à travers les réseaux sociaux. Donc, on utilise les moyens les moins chers possibles parce que, comme je vous avais dit, on est buté toujours à des problèmes de financement. Donc, ce n'est pas facile à faire des grandes campagnes sans financement. Je ne sais pas si j'ai abordé toute la question. Oui, oui. Et il y a encore d'autres questions qui viennent, notamment celle de Cécile Bassène, qui, elle dit, vu toutes les maladies causées par le tabac, ne serait-il pas mieux d'interdire tout simplement la vente du tabac dans nos pays? Les chichas et les cigarettes n'ont-ils pas un effet néfaste sur le consommateur? Ok, c'est facile à dire, mais vous voyez que ces industries ont commencé il y a des centaines d'années. Donc, ils ont commencé, ils ont financé des gouvernements, ils ont financé des projets, donc c'est quelque chose, ils tenaient aussi les gouvernements au cou d'une autre façon. Donc, c'est difficile et c'est difficile à dire à ces industries, au gouvernement, à un certain gouvernement d'interdire la vente ou l'entrée euh, de ces produits sur nos territoires sans d'abord penser aux alternatives parce que ce qui se passe beaucoup de fois, vous pouvez interdire l'entrée d'un certain produit, oui, mais vous allez aussi ouvrir une autre brèche du marché noir. Donc, De trafic de tout genre. oui, le trafic de tout genre, et ça sera aussi très difficile de réglementer ce trafic. Donc, vous allez trouver aussi, ça sera encore plus dangereux que d'utiliser la voie légale. Moi, je trouve qu'on doit juste réguler et mettre des interdictions de vente un peu partout et que ça puisse être un produit un peu difficile, mais aussi proposer des alternatives parce que s'il n'y a pas des alternatives, euh, le fumeur risque toujours de rentrer dans la même position et chercher la cigarette à tout prix. Donc, c'est ça, en fait. Tout à fait. Alors, il y a une autre question de nos participants qui demande, est-ce que vous êtes satisfait sur les différentes campagnes de sensibilisation que vous menez là-bas en RDC sur le terrain? Et ensuite, comment est-ce que vous mesurez cela? Comment est-ce que vous évaluez les différentes campagnes de sensibilisation que vous menez sur le terrain? Et une troisième question, c'est l'accès aux alternatives est-elle facile en RDC? Oui, si je suis satisfait par rapport aux campagnes menées, je Ouais, peux dire oui, je peux dire non, parce que comme je vous avais dit, la RDC est trop grande. Juste d'abord couvrir Kinshasa avec aux alentours des 16 millions et 17 millions d'habitants. Vous voyez que c'est d'abord, en elle-même, c'est tout un grand boulot, c'est tout un défi. tout à fait. Encore, maintenant, c'est déplacer et créer le même type de travail dans des provinces, parce que c'était ça notre but, au moins de cibler les trois grandes provinces, Katanga, le Grand Kivu et, le Maniema. Mais vous voyez encore, on est buté toujours à des problèmes de transport. Hein. Les transports en RDC coûtent trop cher. Donc, Tout à fait. faire des tours ici, Lubumbashi, Kinshasa, aller-retour, et on essaie de faire le même type de sensibilisation. Donc, il vous faut énormément d'argent. Mais à Kinshasa, nous sommes assez satisfaits parce que c'est sur terrain, c'est juste rouler et prendre des rendez-vous et c'est facile à travailler, quoi.
OK. Il y a également... Le deuxième, OK. la deuxième question était... L'accès des alternatives est-elle facile en RDC? Oui, l'accès aux alternatives, c'est facile, mais encore, nous sommes encore butés par les problèmes des contrefaçons. Donc, je les vois. Maintenant, on a presque dans tous les supermarchés des VAP. Hein. Donc, pour dire aussi que c'est aussi un peu difficile de tracer d'où viennent ces équipements aussi. Et est-ce qu'ils sont authentiques? Est-ce que ça ne va pas nous tuer aussi? Donc, l'accès aux alternatives, oui, mais c'est encore une option qui coûte trop cher aux fumeurs parce que une, une, je peux dire quoi, une cigarette électronique peut vous coûter entre $20 et au-delà. Donc, dire à un fumeur de laisser son paquet de $3 et commencer à prendre celui de $20. Donc, les accès sont encore, c'est pour une autre classe sociale que je peux dire. Donc, c'est la classe sociale un peu moyenne qui peuvent se permettre à les utiliser. Donc, il faut qu'on puisse sensibiliser tous les gouvernements afin que ces équipements puissent être moins coûteux, afin que plus de fumeurs puissent y avoir accès. D'accord. Alors, Monsieur Samuel, peut-être on se rapproche peut-être de temps qui nous est imparti, mais nous allons quand même répondre à, je vois quelques mains levées parmi les participants. On va en donner la parole à deux d'entre eux. Ensuite, on reviendra sur deux autres questions sur la plateforme d'échange avant de clôturer la session. Et si Monsieur Barkaba m'entend, il peut bien poser sa question. Vous êtes là, Monsieur Ba? Votre micro est fermé, Monsieur Ba. Si vous pouvez réactiver votre micro. Ensuite, ce sera Monsieur Ousmane Goudiaby. Et là, Monsieur Ba ou Monsieur Goudiaby, vos micros sont fermés. Si vous voulez bien les ouvrir afin de poser vos questions. Oui. Oui, allez-y, Monsieur Ba. Oui, merci Aliou pour l'excellente qualité de la modération et je voudrais aussi adresser juste une question aux panélistes de la RDC, pays que je connais un peu pour y avoir vécu. Est-ce que, comme la question que je voulais poser, en fait, il y a répondu à moitié. C'est quelqu'un qui a pris ça en cours. Est-ce qu'il y avait un programme spécifique destiné à la jeunesse pour la lutte contre le tabagisme? C'était ça ma question, mais quelqu'un a pris ça en charge, je pense, dans les réponses. Très bien, merci, Monsieur Ba. Monsieur Goudiaby, si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question. Allô? Oui. Alors, merci beaucoup. Et merci à notre présentateur de la RDC. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une collaboration entre les chercheurs dans ce domaine en Afrique? Merci. Très bien. Et il y a une autre main qui est levée, Monsieur Mokandji, avant que vous répondiez. Monsieur Bamba Mafumbe a aussi levé la main. Monsieur Bamba, vous voulez poser une autre question? Bon, allez, Monsieur Mokandi, nous allons vous laisser répondre à ces deux questions puisque la question de Monsieur Bamba n'arrive pas. Et ensuite, on va reprendre les questions. Donc, Monsieur Bamba, Monsieur Monsieur Bamba Ba. Monsieur Ba a demandé si en RDC,
il y a je ne crois bien, Programme spécifique pour les jeunes. S'il y a un programme programme spécifique spécifique ouais, de pour les sensibilisation jeunes. contre le tabagisme pour les jeunes. Non, malheureusement, il y a pas de programme, il y a pas de programme spécifique à travers les ministères de la Santé, malheureusement, mais à travers des organisations non gouvernementales comme nous et les autres ONG dans les matières de santé publique, euh, et ils essayent au moins d'apporter un soutien, mais ce n'est pas assez parce que les autres ONG qui sont plus dans la santé publique se concentrent plutôt à d'autres maladies qui sont en train d'affecter la population, pas seulement, pas seulement les tabagismes, quoi. Donc, il y a moins en moins de sensibilisation, à part ce qu'on est en train de faire présentement. Et la deuxième question, celle de M. Goudiaby, c'était est-ce qu'en Afrique, y a-t-il des collaborations africaines pour aborder ces questions-là de la lutte contre le tabagisme? Oui, il y a une collaboration. C'est même l'initiative qu'on a commencé à travers CASA. Nous avions commencé juste avec 3 pays, mais maintenant nous sommes à 15 et au-delà. Ça nous permet de nous réunir et de parler par rapport aux défis qu'on a personnellement dans nos pays respectifs. Donc, à travers CASA, oui, on fait, et à partir de là, il y a d'autres organisations qui sont aussi dans les coups et ils travaillent, et ils nous invitent, comme vous avez invité, pour parler par rapport à ces fléaux. Mm. Alors, en tant qu'acteur sur le terrain pour des gens qui luttent contre le tabagisme, est-ce que vous avez un message à faire passer auprès des gouvernants pour la réglementation des produits alternatifs, de ces nouveaux produits, afin qu'ils soient plus démocratisés, plus accessibles à un grand nombre? Oui, ce que je peux dire et ce que je dis toujours par rapport à notre ministère de la Santé, c'est de pencher aussi à ces fléaux parce que on n'en parle presque pas, que ce soit dans les réunions, du pays, parce il parle plus par rapport à des crises sanitaires qui ont été créées par rapport aux mouvements de guerre et les mouvements des populations à l'Est, donc ça les préoccupe. Et aussi les maladies contagieuses qui viennent d'ici et là, le choléra et tout ça, tout ça. Donc, ils ont beaucoup de problèmes sanitaires qu'ils oublient aussi que le tabagisme est aussi en train de tuer. Et il y a beaucoup de maladies qui sont liées au tabagisme. Donc, ils doivent nous écouter et aussi réguler parce que ce qui se passe, comme je vous l'avais dit, si je sors en dehors de mon bureau, et au coin là, il y a un monsieur qui est en train de vendre, des paquets de cigarettes au grand public. Et donc, même aux jeunes, quand ils quittent l'école, ils passent par là, ils achètent, ils rentrent à la maison. Donc, si, il y a trop de choses à faire, à réguler même la vente, donc pour qu'on puisse arrêter d'exposer des jeunes à ces produits. Et c'est la même chose par rapport à la vapotage, parce que ça prend aussi de l'ampleur et la chicha et tout ça. Donc, il y a d'autres qui ont commencé maintenant à vapoter et après commencer à fumer parce que ça coûte cher, comme je vous avais dit. Donc, la jeune personne peut s'initier à la vapotage. Il n'était pas fumeur, il s'est initié à la vapotage. Et puis, les jours qu'il n'a plus de sous pour servir, qu'est-ce qui se passe? Il se rabat à la cigarette. Donc, c'est aussi, c'est aussi un problème.
Donc, il faut vraiment réglementer la vente des cigarettes au Congo. C'est vraiment tout un problème pour nous. Ah, c'est peut-être ce qui suscite le pessimisme de ce participant qui nous dit, malgré les campagnes de sensibilisation contre les méfaits du tabac, on a l'impression que rien ne change réellement. Les cigarettes se vendent et trouvent de nouveaux adeptes. Toujours, la lutte contre le tabagisme semble vouée à l'échec, si tant est que le tabac est unanimement reconnu comme un produit nocif. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, exactement, parce que ce qui est là est que les lois se font au Parlement et, euh, et les gens qui sont au Parlement ne prennent pas ces fléaux au sérieux. Donc, il n'y a personne qui écrit des décrets qui peut nous aider à réduire le taux de tabagisme au pays. Donc, c'est par là d'abord qu'il faut commencer, c'est à convaincre les députés aux chambres là, de proposer quand même des lois parce que vous ne pouvez pas vous lever et interdire quelque chose sans une loi qui doit être appliquée. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut commencer et aussi à travers le ministère de Santé s'ils nous écoutent. Je pense ma Tout à fait. connexion. Ouais, non, on vous entendez très bien. En tout cas, Monsieur Mukandi, j'espère de tout cœur que les décideurs sur les questions de santé en Afrique, les ministères, les pouvoirs publics, mais tous les autres acteurs de l'industrie du tabac, tous ceux qui œuvrent ensemble pour la réduction de la nocivité du tabac, vont entendre votre appel afin que des solutions idoines soient trouvées dans la réglementation, dans la réglementation d'abord légale, ensuite des circuits de commercialisation comme précédemment également cité par le docteur K, pour mieux préserver notre jeunesse, sachant que le plus gros consommateur, ce sont beaucoup plus les jeunes. Pour cela, on espère que ce ne sera pas un vain appel et on va arriver à cette situation et que les lignes vont commencer à bouger sur le continent. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette session, Ask Me Session, la version française aujourd'hui, qui a été initiée par Integra Africa avec All Africa en partenariat avec le groupe Rejoint, le groupe de journalistes. C'est l'occasion pour moi de remercier donc toutes les personnes qui ont rendu cette session possible, avec un remerciement spécial encore une fois pour vous, Samuel Mukandi, pour l'excellent travail que vous faites sur le terrain, parce que c'est de l'engagement, c'est du développement ce que vous faites, et c'est inspirant. Pareil pour le docteur K, qui a choisi dans sa vie professionnelle d'aider son prochain, de contribuer à la recherche pour trouver les solutions sur les différents cancers que nous connaissons sur le continent et les alternatives pour les éviter pour nos populations. C'est également un immense plaisir pour moi de partager encore une fois cette session avec mes différents confrères éparpillés un peu partout sur le continent. J'en profite pour leur dire merci. Il y a eu d'autres questions qui ont été là, qui n'ont pas pu être posées directement à M. Mukandi, mais nous tenons note de tout ce qui a été posé comme question. Des réponses seront apportées à toutes les questions et les documents seront partagés. Je rappelle que la session a été intégralement filmée également, donc enregistrée, et vous pourrez également avoir accès à cette session pour la revoir et réentendre les questions et les réponses qui ont été posées tout au cours de cela. J'ai eu un immense plaisir à modérer cette session, tout en vous remerciant encore une fois, All Africa, Global Media et Integra Africa, mais également toutes les personnes qui ont rendu cette session possible. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, parce qu'il est 15 heures là où moi je suis en ce moment, à Riyad, et en espérant vous revoir à très 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 bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Dr. K. Merci Samuel. Thank you Tendai. Merci. Thank you Vimbai. Thank you Will. Thank you to everybody. Thank you, Messi.
Thank you. Merci beaucoup. À Merci. tout à l'heure.